Du travail à l'association, de la famille aux institutions, quels liens permettent aux individus de tenir ensemble? Comment ces attaches s'expriment-elles d'une société à l'autre et que racontent les actuelles manifestations sur ce qui nous lie? Bonjour Serge Pogam. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur d'études, responsable de la formation doctorale en sociologie à l'EHESS et vous publiez une somme, L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine aux éditions du Seuil. Cette somme, elle porte sur un pan de l'histoire de la sociologie et vous portez votre regard sur ce qui constitue la spécificité de cette discipline et les questions de solidarité, d'attachement, eh bien, elles rejoignent, elles résonnent dans l'actualité, bien entendu, du fait notamment de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les retraites, par exemple, c'est l'une des formes, alors je ne sais pas si vous diriez forme de la solidarité, forme de l'attachement social, les deux, Serge Pogam? Le système de retraite d'abord est une conquête sociale et elle a une histoire. Et c'est l'histoire des luttes sociales dans notre pays comme dans d'autres pays. Et donc cette conquête, elle représente quelque chose aujourd'hui pour les Français et les Françaises parce que à travers ce système de retraite, c'est en quelque sorte le modèle social à la française qui est là, qui est à défendre. Et les Français et les Françaises, aujourd'hui, face à la réforme qui est proposée par le gouvernement, ils voient beaucoup d'injustices. C'est-à-dire ils voient comme une forme de renoncement aux principes fondamentaux de ce système de retraite par répartition. Ils y voient donc la menace pour beaucoup de travailleurs, de travailleuses, d'être finalement en situation difficile, de ne pas pouvoir véritablement obtenir une retraite pleine. Il faut travailler très très longtemps et souvent dans des conditions pénibles. Et il y a donc de très fortes inégalités qui relèvent donc des conditions de travail. Je ne suis pas le premier à le souligner. Et donc dans notre pays, nous avons à la fois la chance d'avoir un système qui protège, un système social qui protège. Je rappelle dans le livre que 95% environ des emplois sont couverts par des conventions collectives, ce qui est quand même quelque chose que beaucoup de pays nous envient. Mais en même temps, les conditions de travail reste pénible. Nous sommes un pays où beaucoup de salariés souffrent au travail et expriment leur insatisfaction à des taux beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Et on peut s'interroger pourquoi. Donc il y a certainement donc une forme de frustration dans le travail qui pèse davantage sur certaines catégories de la population que sur d'autres. Et oui, pourquoi y aurait-il en France ce sentiment particulier selon vous, Serge Pogam? Alors, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faut souligner qu'au cours des dernières décennies, il y a eu une accélération de l'intensification au travail, une pression qui est très forte et que subissent notamment donc les catégories les moins qualifiées. Il y a cette pression qui est difficilement supportable pour certains et qui se traduit par une usure plus grande au travail. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est particulièrement fort en France, peut-être parce que dans le travail, nous n'arrivons pas à établir aussi des relations tout à fait agréables, stabilisées, cordiales entre les salariés. Il y a peut-être une brutalité dans certaines entreprises, dans le management du travail et de la masse salariale. Il y a là donc certainement quelque chose. En tout cas, moi j'ai beaucoup rencontré de salariés qui étaient véritablement au bout du rouleau et qui n'en pouvaient plus, avec des symptômes de dépression particulièrement élevés. Mais particulièrement aussi en France, parce que la question de la pression, du rendement, de la productivité, les changements technologiques aussi, qui j'imagine n'arrangent pas les choses, tout cela c'est évidemment un phénomène qui n'est pas uniquement franco-français. Non, mais là vous avez raison, mais dans certains pays, on arrive malgré tout davantage à instaurer une plus grande démocratie au travail. On va davantage combattre les emplois qui sont désagréables, qui apportent de la souffrance. On va davantage entendre la parole des salariés. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble faire défaut dans beaucoup d'entreprises en France. On a du mal à créer un état d'esprit
qui permettent à tous les salariés de se sentir valorisés dans l'exercice de son travail, de se sentir qu'il est utile, qu'il produit quelque chose qui a un sens, qu'il peut se faire en faisant. C'est ce qu'on appelle l'homo faber, se faire en faisant. Donc, qui a du sens dans la réalisation de son travail. Et puis aussi, quelqu'un qui, bien entendu, retire des satisfactions par la rétribution de son travail, un salaire qui est convenable, qui est en rapport avec la qualification. Et beaucoup de salariés aujourd'hui en France, notamment dans les catégories les plus modestes, ont le sentiment justement de ne pas être traités de façon équitable et d'être finalement souvent dévalorisés, de ne compter finalement pour pas grand-chose dans le monde du travail. Mais alors, ça, c'est lié donc à l'évolution du travail moderne, puisque chez Émile Durkheim, donc l'un des pionniers de la sociologie, celui qui l'a finalement introduit à l'université en France, Serge Pogam, il est question justement d'étudier l'évolution de nos sociétés par rapport à l'évolution des formes du travail, avec une solidarité mécanique, une solidarité organique. Là, je pense que nous aurions besoin de quelques définitions et de quelques éclaircissements à ce sujet. Oui, alors effectivement, Durkheim a parlé pour qualifier le monde du travail à son époque, à la fin du 19e siècle, au moment où il écrivait sa thèse, il soutenait sa thèse en 1893, il défendait l'idée que la solidarité telle qu'elle se développait dans le monde du travail était fondée sur ce qu'il appelle la solidarité organique, c'est-à-dire sur la complémentarité des groupes professionnels, sur l'interdépendance des fonctions et sur le sentiment donc que finalement la solidarité va reposer en grande partie sur ce sentiment partagé de complémentarité et d'interdépendance. Et il opposait ce concept de solidarité organique au concept de solidarité mécanique qui était plutôt pour lui un concept renvoyant aux sociétés plus traditionnelles fondées sur une plus grande similitude. Donc, alors après, il a abandonné finalement cette distinction entre solidarité mécanique et organique et puis il a essayé plutôt de réfléchir sur les différentes formes d'attachement. Et moi, je reprends finalement dans mon livre les orientations qu'il a pu prendre, notamment les différentes formes d'attachement social, les différents groupes qui permettent justement la solidarité. Mais enfin, ce qui est certain, et ça, Durkheim ne l'a probablement pas abandonné, c'est que le monde du travail, tout d'abord, façonne nos sociétés. Ça, c'est la première chose qui est certaine, et c'est, je crois, un consensus très large chez les sociologues. Et puis, le fait aussi, Serge Pogam, que le travail moderne se caractérise par la distinction entre les différentes tâches, la complexification de ces tâches, la solidarité que les individus ont entre eux. Et ça, par exemple, on l'a découvert à la faveur de la crise du Covid. On s'est rendu compte que finalement, ce monde-là était un monde beaucoup plus interdépendant qu'on ne le pensait et que l'autarcie était quelque chose qui était aujourd'hui largement derrière nous. Oui, alors ça c'est intéressant de rappeler cette période du Covid parce que Durkheim lui-même se pensait que finalement il fallait renforcer les groupes professionnels. Il fallait que les groupes professionnels puissent être puissants, organisés, pour qu'ils puissent bénéficier de conventions collectives qui protègent leur travail, protègent leur emploi. Mais ce que l'on voit d'ailleurs, et pendant la période du Covid, on a des salariés qu'on a appelés les salariés de première ligne, les travailleurs de première ligne. Or, ces salariés sont souvent les plus exposés à la précarité, les moins intégrés dans des groupes professionnels. Ils ne peuvent pas véritablement se défendre. Donc, c'est sur eux que repose finalement la satisfaction d'autres catégories de la population, le bien-être d'autres catégories de la population. Et ces salariés qui sont dans des travaux pénibles, qui sont un peu pressurisés au quotidien, finalement ne retirent pas beaucoup de satisfaction de leur travail. Et finalement ne peuvent pas véritablement se défendre. Alors ce qui a, me semble-t-il, tout à fait d'intéressant dans ce mouvement contre la réforme des retraites, c'est justement qu'il y a
on sent finalement une solidarité réapparaître. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire que à partir du moment où j'ai un emploi bien protégé, j'aime ce que je fais, je peux évidemment travailler 2 ans ou 3 ans de plus, ça ne me pose pas de problème. Mais finalement, ces personnes-là qui sont relativement protégées, qui sont dans des groupes professionnels qui se défendent, finalement sont concernées aussi par les salariés qui sont finalement dans une position beaucoup plus précaire. Et ça me semble quelque chose à retenir, une spécificité de ce mouvement social, car il intègre finalement différentes catégories de la population qui sont finalement toutes sensibles à cette injustice de faire peser finalement la retraite sur les plus précaires. Mais finalement, c'est une injustice. Alors, on évoquait la période du Covid, mais on a vu à la faveur de cette période que les emplois qui pouvaient être les plus utiles socialement étaient les emplois parmi les moins récompensés économiquement. Bref, il y avait un hiatus entre l'utilité sociale et la valorisation économique de ces emplois, quelque chose qui est aujourd'hui au cœur des injustices ou en tout cas des différences de représentation moderne, Serge Pogam. Oui, tout à fait. Et donc la question qui se pose, c'est la question de comment faire société justement dans un monde qui est traversé par des injustices qui sont flagrantes et qui nécessitent finalement qu'on puisse avoir, dans cette perspective même de Durkheim, étendre ce processus de formation de groupes professionnels qui se défendent, qui ont des conventions collectives qui sont particulièrement fortes et adaptées, et puis qu'on fasse reculer cette précarité. Donc c'est bien dans cet esprit-là que ce mouvement, me semble-t-il, s'est engagé, et c'est la raison pour laquelle il a beaucoup de succès. Alors, la question de la solidarité, la question de l'attachement sont des valeurs, mais il y a une autre valeur dans la modernité, c'est l'autonomie. Ce qu'elle s'oppose, donc, Kant parlait d'hétéronomie, la loi que l'on recevait du dehors, ça c'est une valeur traditionnelle, disait-il. Donc comment justement concilier, Serge Pogam, à la fois ce désir d'attachement, de solidarité et le fait pour l'individu de demeurer dans une existence autonome? Alors, nous sommes dans une société, effectivement, où l'autonomie a pris une place importante. Et d'ailleurs, on aspire les uns et les autres à être autonomes parce qu'on y voit notre propre liberté. Alors, le sociologue lui-même, que je suis, et mes collègues vont insister sur le fait que l'individu ne peut pas devenir autonome sans être finalement attaché à d'autres individus et à des groupes, parce que c'est à l'intérieur de ces groupes que l'individu prend conscience de son existence sociale. Et donc on est autonome à partir du moment où les liens que l'on a créés ou que l'on a reçus avec notre entourage nous permettent véritablement de nous assurer à la fois de notre protection, nous sommes protégés, nous ne sommes pas face à des aléas de la vie, et en même temps, nous sommes reconnus, c'est-à-dire valorisés par le regard des autres. Et donc, c'est à cette condition de la protection et de la reconnaissance qui sont des fondements finalement du lien social. Quand ces deux formes se réunissent, on pourrait dire que les liens finalement libèrent et permettent véritablement l'autonomie. Et c'est cette question-là qui me semble fondamentale. Et donc, ça rappelle que l'individu est anthropologiquement solidaire. Alors, ça dépend parce qu'il y a des liens qui libèrent effectivement Serge Pogam, mais on voit que dans l'actualité, il y a des débats justement sur la question de la solidarité, de l'attachement en tant qu'il pourrait s'opposer à l'autonomie. Je vous donne un exemple. Le débat, par exemple, sur la médecine libérale, avec une proposition des uns, des autres, peu importe d'ailleurs, est de faire en sorte que les médecins s'installent non pas là où ils le souhaitent, mais au début de leur carrière, dans les déserts médicaux. On voit typiquement dans ce débat-là, une opposition entre ce que l'on pourrait appeler l'autonomie des médecins, leur liberté de s'installer là où ils le veulent, et une question de solidarité nationale pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, mais alors on pourrait dire aussi... C'est un exemple, il y en a une multitude d'autres, et je ne tranche évidemment pas le débat. Beaucoup de médecins aiment aussi se sentir véritablement utiles et d'apporter leur travail,
exercer leur fonction de médecin là où on en a le plus besoin. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est important parce que se sentir valorisé, c'est pas simplement gagner beaucoup d'argent par la médecine, c'est aussi rendre service, être au service de l'humanité. Et ça, c'est une question que les médecins aussi ont en tête. Et beaucoup de médecins sont véritablement attachés à cette dimension de leur métier. Même chose, la question de la solidarité, cette question-là, justement, Serge Pogam, alors d'un côté c'est le système de retraite, mais de l'autre c'est l'idée que les jeunes ne payent pas trop. Alors, le trop est évidemment l'objet de débat, ne payent pas trop pour les vieux et ne pèsent pas trop ces mêmes personnes qui vont aller à la retraite sur les jeunes générations. Et donc, lorsqu'il est question typiquement d'un débat sur la réforme des retraites, c'est cette dialectique-là entre, d'une part, le poids des générations à la retraite et, d'autre part, la possibilité ou le désir des jeunes de rémunérer ou de contribuer à ce système des retraites. Alors les jeunes, ce qui est vraiment frappant aussi, c'est que les jeunes, y compris même des lycéens, se sentent motivés par ce mouvement social, concernés par ce mouvement social, alors qu'on aurait très bien pu penser que la retraite, c'est quelque chose finalement qui est très très lointain pour eux, c'est un horizon très lointain pour eux. Et donc, mais malgré ça, donc, les jeunes se sentent concernés par la préservation de ce modèle social, qui est le modèle français, et ils sont sensibles à cette injustice. Encore une fois, c'est ça qui me semble le plus important à souligner, c'est-à-dire que, en gros, ils souhaitent qu'il puisse y avoir le maintien d'un système juste, une réforme qui ne repose pas sur les plus précaires. Mais alors, d'autant que les jeunes, je précise, d'autant que les jeunes voient aussi leur avenir professionnel avec une certaine inquiétude, avec la probabilité qu'eux-mêmes vont avoir des difficultés à entrer sur le marché du travail, vont se retrouver souvent avec des emplois précaires, vont être dans des conditions qui ne vont pas leur permettre de réaliser une carrière tout à fait stabilisée, alors que en fait, notre modèle social aussi, il faut le souligner, notre modèle social, la société salariale, elle est construite autour d'une idée qui est l'emploi stable. Or, il n'est pas stable pour beaucoup d'entre eux, de jeunes et de moins jeunes. Serge Pogam, vous êtes sociologue, vous publiez une somme, L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine aux éditions du Seuil, une somme où j'ai découvert toutes sortes de choses extrêmement intéressantes. Vous faites une typologie des différentes formes d'attachement et de solidarité. On y découvre aussi des choses sur l'attachement familial, par exemple, parce que voilà, il n'y a pas que les liens économiques, il y a aussi les liens affectifs. On en parle dans une vingtaine de minutes parce qu'il est 8h sur France Culture. Il est 8h22 de retour du dialogue avec notre invité, le sociologue Serge Pogam, sur l'attachement et la solidarité. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, quelles sont les formes de la solidarité et de l'attachement dans une société ? Serge Pogam, vous êtes sociologue et vous publiez un livre qui fera date consacré à l'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine. C'est aux éditions du Seuil, c'est à la fois une analyse de la société et puis aussi votre propre lecture de l'histoire et de la construction de votre discipline, autrement dit la sociologie. Alors, lorsque l'on pense à la solidarité, à l'attachement, eh bien, peut-être que la première forme d'attachement et de solidarité, c'est l'attachement familial. Et j'ai trouvé dans votre livre un tableau qui est un tableau tout à fait intéressant sur l'absence de relation avec ses parents selon la catégorie socio-professionnelle. Vous faites à la fois une comparaison à Paris et à Strasbourg. Et donc la question que vous vous posez, c'est finalement, est-ce que vous continuez à voir votre père ou votre mère ? Et on observe, mais je le dis sous votre contrôle, on observe finalement que les liens, c'est-à-dire le fait de continuer à voir son père ou sa mère, ils sont de plus en plus forts au fur et à mesure que l'on monte dans les CSP, au fur et à mesure que l'on monte dans les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire finalement que les employés ou les ouvriers sont
18% ou 27% à ne jamais voir leur père, tandis que chez les cadres, il y a seulement 4% de cadres qui ne voient jamais leur père. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat que l'on fait, on se rend compte aussi que finalement, les individus dans leur vie continuent à voir plus leur mère que leur père. Oui, alors ce sont des données qui n'étaient pas connues. Hein. C'est issu d'une enquête que nous avons menée dans la région parisienne et que nous avons reproduite effectivement aussi dans l'agglomération de Strasbourg. Et ces résultats, effectivement, montrent les inégalités très fortes face au risque de perdre le lien avec son père ou sa mère. Et ce risque, il est manifestement, comme vous l'avez rappelé, tout à fait inégal, puisqu'on arrive à près de 30% des ouvriers qui ne voient plus leur père, alors qu'on est effectivement à 4% dans les catégories de cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc le risque de rupture est beaucoup plus grand de ce lien que moi j'appelle donc le lien de filiation, donc la relation entre les parents. C'est la première forme de solidarité. C'est la première forme de solidarité, effectivement. C'est l'entrée finalement dans la sphère que j'appelle la morale domestique. C'est l'univers dans lequel on est socialisé en priorité, en premier en tout cas, et puis ensuite effectivement on élabore, on développe d'autres types de liens, j'y reviendrai sans doute, mais ce qu'il faut souligner, c'est effectivement cette grande inégalité face à la rupture. Alors moi je l'avais commencé à travailler sur ces questions quand j'analysais finalement les situations de pauvreté dans mes premiers travaux, et j'étais frappé déjà par le fait que quand j'allais interviewer des personnes en situation de pauvreté, ils n'avaient pas, pour beaucoup d'entre elles, n'avaient pas de relations régulières avec des membres de leur famille. C'est des personnes qui se sentaient isolées, qui n'avaient pas non plus beaucoup de relations dans les associations, dans les groupes d'amis. Ils se retrouvaient seuls. Mais comment expliquez-vous cela ? Alors, la question de la famille a été souvent considérée comme la famille se maintient. Et il y a eu des travaux, notamment dans les années 1950, qui montraient véritablement que ce qui se maintenait dans les quartiers ouvriers, c'était la solidarité familiale, justement, parce que les conditions de vie étaient difficiles et que la solidarité, c'était celle qui s'exprimait dans la sphère domestique, c'était celle finalement qui permettait le plus de rester finalement de rester en vie et de pouvoir exprimer véritablement ce que l'on est à l'intérieur donc d'une sphère domestique qui était bien sûr privilégiée. Or, ce phénomène-là, au fil du temps, il s'est un peu perdu parce que les quartiers ne sont plus exactement des quartiers ouvriers, ce sont des quartiers de grands ensembles où l'isolement est plus important. Il y a aussi, c'est lié aussi à des mobilités géographiques importantes. Les ouvriers vivant dans l'agglomération parisienne sont souvent issus d'autres régions, d'autres pays, et donc ont parfois perdu effectivement les liens qu'ils avaient avec leurs parents et avec leur père davantage. Alors la deuxième question, c'est effectivement on maintient davantage ses liens avec sa mère qu'avec son père. Ça, c'est aussi une réalité. Les résultats les différences sont assez significatives. Mais en fait, on a l'impression, puisque j'ai un autre tableau sous les yeux issu de votre livre, Serge Pogam, on a l'impression que, pour le dire de manière très brutale, les personnes les plus aisées ont plus de liens que les personnes les plus pauvres. En tout cas, quand on prend les différents types de liens, il y avait le lien de filiation, il y a le lien... Alors là, je parle du lien associatif. Du lien associatif, que moi j'appelle le lien de participation élective, c'est-à-dire le lien qui se développe dans la sphère extrafamiliale, c'est-à-dire au moment de la socialisation, leur rencontre d'autres groupes sociaux. Effectivement, là, on le sait, ça c'était un peu plus connu, parce que la participation à la vie associative, elle est quand même très différenciée selon les groupes sociaux. C'est dans les catégories supérieures qu'on participe le plus à la vie associative. Et donc, là encore, on va retrouver une inégalité vraiment très très forte et les ouvriers, les classes populaires sont dans une situation nettement inférieure.
Et donc, si on prend en compte l'autre type de lien, c'est-à-dire le lien qui renvoie à l'emploi, que moi j'appelle le lien de participation organique, dont on a parlé dans la première partie de l'émission, il faut juste rappeler qu'on en a parlé en référence à Émile Durkheim qui parlait de solidarité organique. Et donc ce lien de participation organique qui renvoie au monde du travail, on voit que les ouvriers, ce sont ceux qui ont le risque le plus élevé d'être au chômage, aujourd'hui de connaître des carrières marquées par la précarité professionnelle. Et donc, par conséquent, c'est aussi dans ces couches les plus précaires que ce type de lien se fait de façon est le plus faible. Et alors après, on peut prendre en compte aussi le lien de citoyenneté qui renvoie non plus à la morale professionnelle, mais à la morale civique. Quand on prend par exemple des indicateurs comme le sentiment d'avoir ses droits respectés, les droits sociaux, c'est fondamental, les droits humains sont fondamentaux. Et donc, quand on prend en compte ce critère, cet indicateur, on voit là encore que dans les catégories populaires, le sentiment que ces droits ne sont pas respectés, cette proportion est nettement supérieure à ce qu'elle est dans les autres catégories. Et d'ailleurs, elle diminue progressivement encore quand on s'élève dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'en gros, on a une hiérarchie sociale où l'effritement des liens, le délitement des liens sociaux, il est d'abord beaucoup plus visible, beaucoup plus massif dans les catégories populaires. Mais alors, je me suis posé une question en voyant ça, puisque donc, si on résume finalement ces différents tableaux, ces études, ces nombreuses études que vous avez menées, Serge Pogam, entre donc la persistance d'un lien, l'importance des liens qu'un individu a et sa place dans la pyramide sociale avec, donc, je le répète, plus de liens pour les plus aisés, est-ce que c'est la cause ou la conséquence ? Parce qu'on a tendance à dire aussi que finalement, la réussite d'un individu dépend donc des liens, de ce qu'on appelle vulgairement le réseau, et ce, dès l'enfance, puisqu'on remarque finalement que l'un des facteurs prédictifs les plus sûrs de la réussite d'un enfant, c'est le niveau social, par exemple, des parents de ses amis. C'est-à-dire non pas son niveau social à lui, mais l'enfant est socialisé, il a des amis, et que font les parents de ses amis? Plus les parents de ses amis ont un niveau social élevé, plus on peut imaginer que la réussite de cet enfant sera grande. Alors, est-ce que l'on peut dire si finalement il y a un effet de cause ou de conséquence avec la multiplicité de ces liens ? D'abord, il faut souligner que l'individu est un être social à partir du moment où il entrecroise en lui ces 4 formes de liens. C'est le produit de la socialisation. Et cet entrecroisement, il se fait de façon inégale. J'ai un graphique qui explique cela, qui est issu d'une mosaïque. Alors là, je ne vais pas réussir à le décrire à l'antenne, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, il va falloir lire votre livre, L'attachement social, publié aux éditions du Seuil. La mosaïque. En tout cas, on voit effectivement que cet entrecroisement, il est inégal. C'est-à-dire qu'on voit se dégager, on peut imaginer en tout cas, une périphérie d'individus qui sont effectivement moins pourvus de ces 4 types de liens que ceux qui effectivement sont dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes. Alors c'est pas simplement une question de réseau, c'est-à-dire que en gros c'est l'entrecroisement qui se fait de façon beaucoup plus difficile dans les catégories les plus faibles. Vous parliez de l'école et vous parlez plutôt des parents d'enfants dont les parents de leurs amis sont de catégories supérieures, mais en fait dans la réalité, ça se fait très peu. C'est-à-dire que la probabilité d'être socialisé dans un groupe plutôt de personnes, quand on est issu d'un milieu plutôt défavorisé, d'être socialisé dans un milieu défavorisé, il est réel. C'est-à-dire que vous habitez dans un quartier défavorisé, le risque que la probabilité que vous rencontriez d'autres personnes de même condition, elle est bien sûr très importante. Et on le voit, c'est très peu d'enfants vivant dans les quartiers socialement disqualifiés exercent une activité dans une association, dans un groupe, à l'extérieur de leur quartier. C'est-à-dire qu'en gros, la vie sociale se fait dans le quartier. Alors, ce sentiment-là de vivre dans un quartier socialement disqualifié aboutit finalement à une situation un peu ambivalente où le quartier finit par devenir un horizon de protection parce qu'on y trouve effectivement ses amis, on y trouve des membres de sa famille, mais en même temps,
cette situation renvoie à un lien qui est fragile parce que la possibilité de sortir du quartier véritablement, de se détacher Mhm. de ces groupes d'amis, elle est très faible. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a un risque là de reproduction de ces situations particulièrement difficiles. Mais alors, là aussi, il faut poursuivre. Donc, je l'ai dit, ces études, elles portent sur deux agglomérations, agglomération parisienne, agglomération strasbourgeoise. Si vous deviez faire maintenant des comparaisons internationales, elles sont faites dans ce livre, que diriez-vous? Comment est-il possible de classer les sociétés en fonction donc des formes de liens? Parce que on entend dire cela très souvent dans la conversation ordinaire. On dit voilà qu'il est difficile de se faire des amis dans tel pays, que tel peuple est plus liant. Bref, on a l'impression que les formes d'attachement et de solidarité ne sont pas les mêmes dans chaque pays et vous corroborez en quelque sorte ces formes d'intuition en disant qu'effectivement, eh bien, la manière dont on se lie avec les uns et avec les autres n'est pas la même d'un pays à l'autre. Ben oui, alors je suis parti de cette hypothèse que, puisqu'il y a 4 types de liens, on peut imaginer que ces 4 types de liens ne vont pas jouer tout à fait le même rôle dans chacun des pays. C'est-à-dire, bien entendu, dans chaque société, on va les retrouver, on va retrouver ces sphères de la morale collective, la morale domestique, associative, professionnelle et civique, mais dans certains pays, dans certaines sociétés, il va y avoir un type de lien qui va jouer un rôle plus important que les autres. Et je prends par exemple, on parlait de la famille, quand on voit par exemple les pays du sud de l'Europe ou les pays d'Amérique du Sud, où j'ai fait beaucoup d'enquêtes, on constate que finalement, dans ces pays-là, dans les normes collectives, c'est la famille qui constitue la cellule de base de la société. C'est même dit dans les textes constitutionnels de beaucoup de pays latino-américains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, la socialisation, elle se fait en priorité dans la sphère familiale. On y accorde le plus d'importance et on fait confiance avant tout à ses proches. Alors on peut prendre un exemple, on parle du carnaval, là d'ailleurs en ce moment à Rio. Si vous allez au Brésil, vous êtes frappé par une chose, c'est que, et c'est vrai dans la plupart des pays latino-américains, quand on se rencontre et qu'on se connaît, on s'embrasse, les corps se touchent. Ça veut dire que finalement, on manifeste à l'égard des proches une grande attention, une grande affection, alors même que on est dans des sociétés particulièrement insécurisantes, où il y a beaucoup de violence. Et dans ces pays-là, où la famille, les proches jouent un rôle fondamental, on voit que la morale civique et la confiance que les gens peuvent avoir dans les autres et dans la société en général, elle est faible. Il y a une corrélation négative entre la force du lien de filiation et les autres types de liens sociaux. Et donc, ça veut dire que en gros, vivre dans un pays latino-américain, par exemple, c'est grandir avec le sentiment que finalement, ce qui compte le plus, c'est la famille. Alors, il y a un exemple que vous donnez qui est assez frappant, qui est manifestement un exemple classique en sociologie, c'est la différence entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Absolument. On a souvent tendance à parler de l'Italie comme d'un bloc. Dans les résultats que j'ai pu établir, dans les comparaisons, on voit que l'Italie quand même se rapproche un petit peu plus de la France, malgré tout. Elle ressort dans le même groupe, et c'est en grande partie parce que la France est caractérisée, on l'a vu, par la force des solidarités professionnelles, des groupes professionnels, de la société salariale. Et dans le nord de l'Italie, on va trouver effectivement une très forte activité syndicale, notamment autour des grandes entreprises, notamment de l'automobile, et dans ces grands bassins industriels. Et il y a une forme d'organisation collective qui est assez proche de ce point de vue de la France. Mais alors, si vous allez dans le sud de l'Italie, vous ne trouvez pas effectivement ce type d'organisation. Et ce qui ressort, c'est que c'est la famille, là du coup, qui va être la cellule de base de la société. C'est à partir de la famille que l'on s'organise, parce que face aux aléas de la vie, on fait davantage confiance à ses proches qu'aux institutions et qu'aux autres personnes que l'on ne connaît pas. Oui, alors ça veut dire que finalement, la société moderne, modernisée, c'est un constat de fait, c'est pas un constat de valeur que j'y place. Serge Pogam, c'est la société qui se libère des liens traditionnels, des liens familiaux, pour aller vers des liens institutionnels. Plus une société est riche, plus les liens institutionnels sont forts.
C'est ce qui ressort en tout cas de l'analyse que j'ai pu faire. C'est-à-dire effectivement, on voit une sorte de graduation comme ça entre les différents types de régimes. Un régime fondé sur la famille que j'appelle le régime familialiste, un régime organiciste qui renvoie au système plutôt français fondé sur les groupes professionnels, un régime associatif fondé sur les communautés, sur les associations, sur la vitalité associative, et puis un régime universaliste qui est fondé avant tout sur la morale civique, sur la conviction que les institutions sont à protéger avant tout. Et donc, les pays les plus riches, ce sont effectivement les pays qui sont les plus proches de cette morale civique. Mais alors, donc, en un sens, bon, du point de vue économique, du point de vue de la vitalité de ces sociétés, la vitalité, là aussi, économique, c'est une bonne chose. Du point de vue de l'être humain, est-ce que ça n'est pas quelque chose d'un peu desséchant ? Je veux dire, les liens familiaux, les liens affectifs sont des liens forts, sont des liens qui permettent à l'individu d'être entouré physiquement. Les liens institutionnels, l'État peut faire plein de choses pour vous, la sécurité sociale aussi, mais elle ne vous entoure pas. Alors, ce qui caractérise, par exemple, les pays les plus proches d'un régime universaliste, c'est bien sûr la force des liens institutionnels, vous l'avez dit, la confiance que l'on a dans les institutions, mais pas seulement. Quand on regarde vraiment ces pays, on s'aperçoit que le lien professionnel, le lien de participation organique est également très fort, et le lien associatif, le lien électif, de participation élective, il est également très fort. Donc, dans ces pays, on arrive beaucoup mieux qu'en France, d'ailleurs, à entrecroiser au moins 3 sphères de la morale pour faire en sorte, finalement, la morale associative, professionnelle et civique. Et ces 3 morales, finalement, s'entrecroisent pour permettre aux individus, effectivement, de faire société de façon beaucoup plus solide que dans d'autres sociétés. Et donc, ce qui me semble vraiment important, et c'est là aussi l'interrogation, comment se fait-il que, finalement, dans un pays comme la France ou d'un pays comme les États-Unis, on n'arrive pas à entrecroiser ces différentes sphères de la morale. Alors, ce qui apparaît très nettement, c'est que lorsque le lien de filiation est très fort dans un pays, les autres types de liens vont être faibles. Et donc ça c'est déjà et ce sont des pays qui sont aussi les plus inégalitaires. Les inégalités de genre sont également très très importantes dans ces pays où le régime familialiste est fort. Et donc, on pourrait ainsi voir, on pourrait presque dire, mais finalement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une évolution, une marche finalement vers un système plus solidaire, fondé sur cette morale civique ou cet entrecroisement des différents types de liens ? Est-ce que ce n'est pas finalement des étapes ? Alors, je discute beaucoup de cette question et j'en reviens à l'idée que finalement, quand on regarde bien, il n'y a pas un régime qui soit exempt de contradictions. C'est-à-dire que des problèmes apparaissent dans tous les régimes, dans toutes les sociétés. Il y a parfois un écart entre la norme et puis la réalité, et des frustrations qui naissent finalement de cet écart entre la norme proclamée et puis la réalité, que vivent des expériences vécues. Donc voilà un petit peu ce que je dis. Il n'y a pas d'étape, ce ne sont pas des étapes, mais c'est le produit d'une histoire qui engage la culture, mais qui engage aussi les institutions de chacun des pays, des événements qui ont été des événements historiques qui ont marqué l'histoire de ces sociétés qui aboutissent finalement à ce système où on a des régimes de solidarité, des façons de faire société qui sont contrastées. Mais alors, justement, en conclusion, est-ce que ça ne remet pas un peu en cause le premier Durkheim ? Je pensais aussi à Lévi-Strauss qui expliquait finalement que la modernité, la modernisation économique allait tuer les liens traditionnels. Finalement, on se rend compte que le travail, l'économie n'écrase pas tout, Serge Pogam. Non. D'ailleurs, on le voit, quand je le rappelle, dans les pays les plus développés économiquement et aussi les plus avancés dans la démocratie et dans la confiance qu'il y a dans les institutions, on s'aperçoit qu'il y a en même temps des liens qui sont électifs, des liens qui passent par des associations, qui passent par la mobilisation de la société civile d'abord. Donc ce n'est pas que des liens institutionnels, si vous voulez. Donc ça, c'est véritablement important. Il n'y a pas que le travail et il n'y a pas que l'État pour faire société. Il y a aussi tous ces liens qui sont tissés. Et donc, c'est la façon de faire cohabiter ces différents types de liens qui permet justement d'avancer vers des formes plus avancées de solidarité humaine.
Merci beaucoup, Serge Pogam, de nous avoir accompagnés. On découvre donc cette somme, l'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine aux éditions du Seuil. Donc c'est à la fois une manière de découvrir ou de réviser sa sociologie en fonction de ce que l'on a lu sur Durkheim et sur les autres, mais aussi de découvrir finalement comment on peut classer les sociétés et la manière dont les individus se comportent, nous, des liens dans ces différentes sociétés. Dans quelques secondes, on se retrouve pour le point sur l'actualité.